Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes à 63 jours d'un possible hard Brexit, sortie sans accord. Et je crois que notre philosophie, c'est espérer le meilleur, mais surtout se préparer au pire. Avec le vote du Parlement britannique le 15 janvier dernier, le risque d'une sortie sans accord s'est significativement accru. Et il est plus que jamais nécessaire que les entreprises se préparent sans attendre à une sortie de cet accord. Donc moi, je vais concentrer mon propos sur ce que concrètement ça veut dire. Et Nathalie Loiseau, qui nous fait l'amitié d'être ici pour apporter sa compétence et qui suit de plus près les négociations, vous éclairera sur, je dirais, la situation, la vision générale, etc. Et tout ce que nous faisons au niveau de la Commission européenne et au niveau du gouvernement français pour concrètement adresser la situation. Donc, très simplement, en cas de sortie sans accord du Royaume-Uni, je rappelle que cela signifie que dès le 30 mars, le Royaume-Uni redevient un pays tiers, avec lequel l'UE n'aurait conclu aucun accord bilatéral sur le commerce des biens, des services, la coopération en matière douanière, le transfert de données personnelles ou encore le transport aérien. Grosso modo, avec de nombreux pays, comme vous le savez, le Japon, la Suisse, etc., nous avons des accords. Donc, des accords de libre-échange, des accords sur les droits douaniers, des accords de reconnaissance de compétences. Là, il y a une espèce de grand précipice. Et évidemment, nous travaillons à préparer des solutions qui nous permettent d'avoir des périodes transitoires. Mais néanmoins, ces solutions ne peuvent, en tout état de cause, pas remplacer la situation actuelle. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et par ailleurs, je pense que Nathalie vous éclairera sur ce sujet, en tout état de cause, l'idée de négocier un accord de libre-échange sur différents sujets ne viendra qu'après être allé au bout de la question de converger sur un accord de sortie organisé du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, lorsque les échanges commerciaux sont régis par les seules règles de l'OMC, on rentre dans une situation inédite avec un partenaire commercial majeur. 2 mois, c'est court et il n'y a vraiment pas de temps à perdre pour les entreprises. Sans accord, il n'y aura pas de période de transition entre le moment où le Royaume-Uni quitte l'UE et le moment où les règles européennes cessent de s'y appliquer. Bascule. C'est à cette situation que toutes les entreprises doivent se préparer. Elles doivent prendre parti du délai restant pour prendre les mesures nécessaires à leur niveau, après avoir identifié les conséquences d'un Brexit sur leur activité. C'est ce que nous avons rappelé de manière très précise aux fédérations professionnelles, de façon à ce qu'elles nous accompagnent dans ce travail de préparation des entreprises. Les fédérations professionnelles, dans ce domaine, elles jouent un rôle clé. Elles sont des partenaires de confiance des entreprises. Elles ont une connaissance de la manière dont les entreprises de leur secteur se préparent. Elles peuvent passer les bonnes pratiques, elles peuvent mettre en contact des entreprises qui sont prêtes avec d'autres qui sont moins prêtes, et on compte vraiment sur elles pour avancer. Alors, le gouvernement est évidemment mobilisé depuis plusieurs mois pour une sortie sans accord. Pour se préparer à cette situation, nous avons intensifié nos travaux au niveau français et au niveau de l'Union européenne, et nous avons pris des mesures sur les services réglementés, sur les services financiers, sur les professions réglementées, sur les contrôles aux frontières, qui sont des points essentiels. Je pense qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont plus spécifiques, comme les infrastructures routières, la pêche, etc., sur lesquels Nathalie reviendra. Sur les services financiers, notre priorité est d'assurer la continuité et la sécurité juridique dans plusieurs secteurs critiques. L'ensemble des mesures au niveau national comme au niveau européen qui ont été prises permettront de traiter tous les services d'importance systémique, c'est-à-dire qui pourraient déstabiliser notre système de financement et notre système d'assurance, et ainsi d'assurer la continuité du financement de l'économie, même en l'absence d'accord. Concernant les professions réglementées, l'ordonnance sur les droits des citoyens prévoira des mesures pour assurer la continuité de l'exercice en France des professions réglementées, ainsi que la reconnaissance des qualifications acquises ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni. Autrement dit, vous êtes reconnu médecin, vous restez médecin le 30 mars et le 1er avril.
Et ça, c'est un élément qui est évidemment de nature à rassurer les citoyens britanniques qui travaillent sur le territoire français. L'État a également mobilisé les moyens physiques et humains nécessaires au rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni. Des procédures simplifiées et temporaires seront autorisées par ordonnance pour permettre la construction ou l'aménagement en urgence des infrastructures requises. Les moyens humains nécessaires sont également mis en place dès 2019. On a fait près de 600 recrutements pour renforcer sur les différents compartiments du jeu le traitement du contrôle aux frontières. Vous avez des sujets vétérinaires, vous avez des sujets douaniers. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est fait. Les services de l'État restent mobilisés pour aider les entreprises et anticiper les risques d'un hard Brexit. Sur ce sujet-là, je veux attirer votre attention sur le plan de sensibilisation des entreprises qui a été présenté en octobre dernier, qui se poursuit. Nous les avons réunis en décembre. Une plateforme Internet gouvernementale et un support de sensibilisation, se préparer une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne est disponible. Des questions-réponses sont disponibles en ligne. Nous avons 3 boîtes mail où les entreprises et les personnes individuelles peuvent adresser leurs questions sur les sujets douaniers, sur les sujets agricoles, sur les sujets plus entreprises. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une situation très particulière pour les entreprises et en particulier les plus petites, mais maintenant il faut sortir du déni. J'insiste sur ce point parce que comme il y a une négociation et le sentiment qu'à 23h59, le 29 mars, on va trouver une solution, peut-être, mais peut-être pas. Et il faudra plus d'1 minute pour se préparer à une sortie du Brexit. Donc je lance un appel aux entreprises. Le décompte est lancé, le temps presse, elles doivent être prêtes. Pour être prêtes, comment faire ? Il faut qu'elles matérialisent tous les points de friction, tous les points de contact avec le Royaume-Uni, les matières entrantes, les exportations, les produits sortants, les personnes, les services financiers qu'elles utilisent ou les services de toute nature, les flux de capitaux. C'est tous ces éléments-là qui doivent être répertoriés. Et pour chacun de ces sujets, il y a soit des réponses qui existent tout de suite, et tant mieux. Il y a soit des points sur lesquels elles doivent demander des autorisations en amont et il faut qu'elles le fassent. Il y a soit des sujets qui appellent à constituer peut-être un stock, à revoir la façon de se fournir, à anticiper peut-être plus de délais dans leur chaîne de valeur, à anticiper des augmentations de tarifs douaniers. Et là, elles doivent être prêtes et averties. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas encore le cas. Et c'est une attitude risquée contre laquelle nous nous mobilisons. C'est tout l'objet de ce point presse. Aujourd'hui, on a fait une vingtaine de réunions en région et on s'aperçoit que les PME ne sont pas complètement n'ont pas complètement pris en compte ce sujet et nous allons relancer une trentaine de réunions en région pour continuer d'informer les entreprises mobilisées sur le terrain et on compte sur vous, pas pour être anxiogène, mais pour simplement descendre l'information utile pour ces PME. Pour certaines, ça prendra peut-être 1 heure de se préparer au Brexit. Pour d'autres, ça prendra bien 2 mois, de manière organisée, de façon à être prête. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que s'il y a une solution, c'est-à-dire si l'accord est signé, comme il y a une période de transition jusqu'au, a priori, 1er janvier 2021, en tout état de cause, elles seront prêtes pour une sortie organisée du Brexit. Donc, ce n'est pas du temps perdu dans l'essentiel des cas, sauf à ce que, et ça, Nathalie Loiseau y reviendra, il y ait un changement de pied des Britanniques. Donc, les PME ne doivent pas hésiter à s'appuyer sur leur fédération, à nous appeler, à revenir vers les services de la DGE, des douanes, du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Emploi, qui sont mobilisés, qui sont d'ailleurs là-haut avec les fédérations à détailler toutes les questions, je dirais, qui se posent. Les fédérations, les chambres de commerce et d'industrie, etc., sont également mobilisées pour accompagner les entreprises. Vous l'avez compris, il y a, je dirais, un enjeu. Il y a des services qui sont derrière l'ensemble des entreprises. Il n'y a aucune raison que ça se passe difficilement. Il faut juste anticiper. Et c'est le message que nous voulions vous passer. Et pour, je dirais, compléter et surtout éclairer l'ensemble du débat, Nathalie Loiseau prend la parole.
Merci Agnès, bonjour à toutes et à tous. Agnès Pannier l'a dit, nous sommes à 63 jours du Brexit. Nous sommes le 24 janvier. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Churchill. Et je dirais keep calm and carry on. Ça veut dire pas de panique, mais préparez-vous aux différents scénarios. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les différents scénarios depuis le rejet par le Parlement britannique de la ratification de l'accord de retrait? Cet accord de retrait, il a été négocié pendant 18 mois entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il a été conclu avec le gouvernement britannique et il comporte toutes les clauses qui permettent de se séparer de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'il organise une période de transition au moins jusqu'au 31 décembre 2020, où le Royaume-Uni serait État tiers, mais aux mêmes conditions où il est État membre. Il permet de protéger les droits des citoyens de part et d'autre de la Manche. Il confirme la manière dont on calcule ce que doit le Royaume-Uni à l'Union européenne pour ses engagements au titre du budget pluriannuel 2014-2020. Et il prévoit pour l'Irlande une solution qui était la solution que nous proposait le gouvernement britannique. Je le rappelle parce qu'on finit par oublier que c'est le backstop souhaité par le gouvernement de Theresa May qui est dans l'accord de retrait. Un backstop, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une solution de dernier recours. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontière dure à la frontière irlandaise parce que les accords de paix en dépendent, mais qu'il puisse malgré tout y avoir une protection du marché intérieur, puisque l'accès à la République d'Irlande depuis l'Irlande du Nord devient l'accès au marché intérieur européen. Une solution de dernier recours, ça veut dire qu'on ne l'utilise que si on n'arrive pas à traiter le problème dans la relation future, et jusqu'à ce qu'on ait trouvé dans la relation future un règlement de ce problème. Donc c'est véritablement pas un optimum de premier rang pour personne, mais c'est une forme d'assurance dont nous avons tous besoin pour nous dire que, le cas échéant, si les négociations pour un accord futur patinaient, eh bien, la question de la frontière irlandaise trouverait à être réglée. Aujourd'hui, il y a débat au Royaume-Uni, récurrent en réalité depuis l'année dernière, sur personne n'aime beaucoup cette solution de dernier recours, alors pourquoi ne pas lui donner en quelque sorte une date de péremption? C'est impossible parce que c'est un peu comme une assurance. Imaginez que vous vous assurez contre l'incendie, mais que quelque part écrit en petit, votre assureur ait dit que si l'incendie dure 1 heure, vous êtes assuré, mais s'il dure 1 heure et demie, pour la fin du feu, c'est tant pis pour vous. C'est évidemment pas acceptable, et évidemment, ça ne sera pas accepté. On ne rouvrira pas l'accord de retrait. On ne le renégociera pas. On y a passé 18 mois. Les négociateurs ont exploré toutes les possibilités et c'est un équilibre. Chacun a fait des concessions et c'est le moyen de se séparer de manière ordonnée. En revanche, puisqu'aujourd'hui les discussions sont intenses au sein du gouvernement britannique, au sein du Parlement britannique, si le Premier ministre britannique devait revenir vers l'Union européenne s'agissant de la relation future, appuyé par une majorité, pour nous dire, après tout, nous voulons une autre forme de relation future que celle que nous avons commencé à dessiner à grands traits dans la déclaration politique que nous avons conclue. S'il venait à nous dire, nous voulons une union douanière permanente, s'il venait à nous dire, nous voulons un alignement réglementaire, bref, s'il voulait revoir la relation future, et sous réserve que cela corresponde à nos priorités, mais elles sont connues, elles sont transparentes depuis le début, naturellement, nous accepterions de rouvrir cette discussion sur l'avenir. Mais c'est à cette seule condition que l'on pourrait rouvrir une discussion et, le cas échéant, reporter la date du 29 mars. Je précise que je ne parle que d'hypothèses et que jamais, jusqu'à présent, le gouvernement britannique, ni formellement ni informellement, ne nous a suggéré qu'il souhaitait un report de la date du 29 mars. Encore plus hypothétique, et je le dis ici parce que, vu de ce côté-ci de la Manche, on y pense, mais de l'autre côté, on n'en prend pas le chemin, un nouveau référendum, ça n'est pas à nous,
de dire s'il en faut un ou s'il n'en faut pas. C'est aux Britanniques de se déterminer. Ils peuvent décider de revenir sur leur demande de retrait d'une manière ou d'une autre. Ce que je peux dire, c'est que la porte est restée ouverte et qu'elle l'est toujours, que la décision de quitter l'Union européenne, elle a été prise en respectant le vote du peuple britannique. Ça n'est pas nous qui avons demandé au Royaume-Uni de sortir. Donc naturellement, nous serions heureux qu'il reste. Mais ça n'est pas nous non plus qui avons pris cette décision et nous ne voulons pas qu'elle ait des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est le fondement de notre position. Face au niveau d'incertitude, face à une forme de division dans les différents partis politiques, on le voit au Royaume-Uni, il n'est pas sûr que ce qui correspond à nos efforts les plus forts, c'est-à-dire faire en sorte que l'accord de retrait puisse être ratifié par le Royaume-Uni, il n'est pas certain que cela fonctionne. Et donc le risque de se retrouver le 29 mars au soir avec une absence d'accord a grandi considérablement depuis le rejet par le Parlement britannique de la ratification de l'accord de retrait. C'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, nous avons considéré qu'il était de notre responsabilité de pouvoir protéger les intérêts de nos concitoyens, des Britanniques qui vivent en France et qui sont les bienvenus, et des entreprises qui commercent, qui travaillent avec le Royaume-Uni. C'est l'objet de la loi d'habilitation qui a été adoptée au Parlement et qui a été promulguée le week-end dernier, qui permet au gouvernement de prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires. Agnès Pannier vous l'a dit, il y a 5 ordonnances. Une première ordonnance a été adoptée au Conseil des ministres mercredi. Elle concerne la possibilité d'effectuer en urgence les travaux nécessaires pour mettre en place les infrastructures de contrôle, puisque dès lors que le Royaume-Uni deviendrait État tiers sans relation particulière avec l'Union européenne, il nous reviendrait la responsabilité d'effectuer les contrôles douaniers, contrôles vétérinaires, contrôles de police, pour toutes les marchandises, pour tous les animaux et pour toutes les personnes qui rentrent depuis le Royaume-Uni dans l'Union européenne par la France. Et nous sommes évidemment un point d'entrée majeur dans l'Union européenne depuis le Royaume-Uni, par le tunnel, et par nos ports, par nos aéroports. Cette ordonnance, elle a été adoptée. D'autres ordonnances le seront dans les semaines qui viennent. Elle concerne les droits des citoyens, la possibilité pour les Britanniques qui vivent en France, mais aussi pour des Français qui rentreraient du Royaume-Uni, de voir conserver la valeur de leur diplôme, de leur qualification professionnelle, de leurs années d'expérience professionnelle au Royaume-Uni. Elle concerne les transports routiers et les transports ferroviaires, faire en sorte que des routiers britanniques puissent continuer à rouler sur le territoire français, que des trains conduits par des conducteurs britanniques, je pense à l'Eurostar, puissent pouvoir arriver jusqu'à la gare du Nord, ce qui allait sans dire jusqu'à maintenant nécessitait que nous prévoyions des mesures unilatérales pour le rendre possible au 30 mars. Et c'est contenu dans les ordonnances. Nous avons également des ordonnances qui permettent, une ordonnance qui permet de poursuivre l'exportation de matériel de défense sur la base des licences en cours d'exécution pour nos entreprises, comme si le Royaume-Uni restait en réalité dans l'Union européenne. Jusqu'à la fin de ces licences, nous ne demandons pas aux entreprises d'en solliciter de nouvelles. Lorsqu'elles auraient besoin d'une nouvelle autorisation d'exportation, là, il y aurait un régime pays tiers. Les services financiers, Agnès vous en a parlé, donc une série d'ordonnances qui couvrent des solutions qui évitent le vide au 30 mars. Agnès Pannier vous l'a dit, ça ne veut pas dire que la situation est la même qu'avant. Ça ne veut pas dire que c'est aussi favorable que le bénéfice de l'accord de retrait, puisque l'accord de retrait prévoit une période de transition où à peu près rien ne change. Les mesures unilatérales que nous prenons, elles sont là pour préserver la continuité de manière provisoire et forcément incomplète. Ces mesures, elles sont complétées par ce que fait l'Union européenne,
dans ses domaines de compétences. La Commission européenne a préparé 16 textes qui seront pris également dans l'urgence pour faire en sorte que, en matière de visa, en matière de transport aérien et dans bien d'autres domaines encore, les choses soient prêtes au 30 mars. Il y a un secteur qui nécessite une vigilance particulière de notre point de vue, mais aussi du point de vue de plusieurs autres États membres, qui est le secteur de la pêche. Vous le savez sans doute, il y a un nombre important de navires européens, notamment français, qui pêchent dans les eaux britanniques. En réalité, c'est une tradition qui a plusieurs siècles, mais c'est une tradition qui, en ce moment, se traduit par l'accord de pêche interne à l'Union européenne. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, cet accord, littéralement, deviendrait caduc. Ce que nous souhaitons, c'est soit qu'il soit prolongé, mais c'est une compétence de la Commission, soit que très vite, un nouvel accord puisse être négocié et signé avec le Royaume-Uni. Le risque, c'est qu'il y ait une période transitoire pendant laquelle la situation des pêcheurs devra être accompagnée, et nous y travaillons à la fois au plan national et au plan européen. Nous sommes extrêmement vigilants sur ce sujet, sachant que ce sujet a un revers, c'est qu'une grande partie du poisson pêché par les pêcheurs britanniques est transformé dans l'Union européenne, en particulier en France, en particulier à Boulogne-sur-Mer. Donc tous ces sujets sont identifiés. Le plan d'urgence pour nous préparer à un Brexit sans accord a été déclenché par le Premier ministre à l'issue d'une réunion de ministres la semaine dernière. Nous sommes allés avec Édouard Philippe et le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, à Calais vendredi pour parler avec les opérateurs d'Eurotunnel, avec le port de Calais, avec les entreprises, avec les élus locaux, régionaux, pour s'assurer que, d'une part, ce que nous avions prévu était effectivement en train de se mettre en place. Agnès Pannier parlait des travaux et des recrutements et des formations. Tout ça est en cours. S'assurer que l'information se diffusait, et il faut faire encore davantage. Et puis s'assurer que chacun prend ses responsabilités. L'État, l'administration prend les siennes. Aux différents opérateurs de le faire, aux entreprises et aux citoyens aussi, bien évidemment. Donc, je vous propose de passer aux questions. Bonjour, Sabine Sifus-Arnaud, Challenge. Est-ce que vous avez tenu compte du fait que Jérémy Corbyn pourrait arriver au pouvoir avec un programme économique assez particulier, et quelles conséquences ça pourrait avoir? Je sais que bien que vous ne mêlez pas de politique intérieure britannique, mais quand même, ça aurait forcément des conséquences. Nous travaillons avec le gouvernement britannique que nous avons en face de nous. Je vous aurais compris de notre présentation à deux voix que la situation dans la réalité dans laquelle nous sommes est suffisamment complexe pour ne pas en rajouter sur les hypothèses. Et ce n'est pas à nous à choisir s'il doit y avoir des élections générales au Royaume-Uni et qui en sortirait vainqueur. Je dis simplement qu'à 63 jours de la date prévue pour le Brexit, il est plus que temps de se dire qu'il y a en réalité devant nous, d'ici au 29 mars, deux possibilités et deux seulement, que l'accord de retrait tel que nous le connaissons soit ratifié ou bien qu'il y ait un Brexit sans accord. Bonjour, Katie Lee, Agence France-Presse. En lisant ces conseils ici, pour moi, la conclusion logique, c'est que c'est beaucoup plus simple pour les entreprises en France de développer les liens avec les entreprises en Europe qu'en Angleterre en ce moment. Et je me demande si c'est pour vous aussi la conclusion logique. Ce qui est clair, c'est que les avantages de l'Union européenne apparaissent clairement, même à ceux pour lesquels il n'était pas si clair que ça jusqu'à présent. Il n'y a pas de relation plus simple, plus profitable, plus complète entre les sociétés, entre les citoyens et entre les entreprises que d'être État membre de l'Union européenne. Quand bien même, après le Brexit, nous inventerions une relation future avec le Royaume-Uni que nous souhaitons étroite et profitable, à partir du moment où le Royaume-Uni ne serait plus membre de l'Union européenne, ce serait une relation dégradée par rapport à la situation actuelle.
Pour compléter, nous, on voit des entreprises étrangères qui, aujourd'hui, sont en train de devoir réfléchir à des transferts de sièges sociaux, de centres de recherche. Je pense aussi pour les médicaments, de centres de validation de leurs médicaments en Europe. Et que clairement, oui, il y a Sony qui vient d'annoncer le transfert de son siège du Royaume-Uni aux Pays-Bas. Donc oui, il y a une prise de conscience des entreprises européennes, mais des entreprises non européennes sur le fait qu'il est plus facile d'opérer au sein de l'Union européenne. Et puis, un sujet tout simple, les droits de douane sont rétablis le 30 mars, les droits de douane OMC. Donc après, on peut négocier un accord d'agrément, mais ça veut dire qu'il y a une incertitude liée à ce qui sera négocié dans l'accord. L'avantage, c'est qu'on a un historique de relations avec le Royaume-Uni qui fait que ça devrait être, si on devait rentrer effectivement dans cette démarche, plus facile de négocier avec le Royaume-Uni qu'avec d'autres pays avec lesquels on n'a pas eu des échanges aussi intenses pendant 45 ans. Mais ça fait partie effectivement des difficultés économiques qui vont se poser pour les relations entre entreprises. Vous avez des grains de sable qui rendent la relation moins compétitive. Bonjour, Loane Trantimi du quotidien du médecin. Vous avez parlé de la vigilance pour le secteur de la pêche en ce qui concerne la santé, notamment les médicaments. Qu'est-ce qui a été prévu à ce niveau-là, au niveau de la France et au niveau aussi européen? Parce que c'est un secteur relativement compliqué à gérer. Je voudrais savoir surtout aussi en ce qui concerne les professionnels de santé également. Vous avez dit que leur diplôme, enfin une reconnaissance au niveau des diplômes sera conservée. Qu'est-ce qui a été prévu, notamment pour nos médecins français qui veulent notamment aller aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Alors, je commence peut-être par la deuxième question. Nous sommes mis en ordre de marche pour que les médecins britanniques qui exercent en France puissent continuer à exercer, que leur diplôme, leur qualification professionnelle soient reconnus. Nous souhaitons, et il y a des engagements politiques qui ont été pris par les Britanniques pour ceux des ressortissants européens qui se trouvent sur le territoire britannique jusqu'au 29 mars. Il n'y a pas d'engagement britannique, en dehors de l'accord de retrait, en cas de Brexit sec, pour des nouveaux ressortissants européens qui se rendraient au Royaume-Uni. Il y a eu des déclarations laissant entendre qu'il n'y aurait pas de préférence pour des qualifications venant de ressortissants européens, que l'immigration après le Brexit serait considérée en fonction des besoins et des qualifications des migrants, quelle que soit leur nationalité européenne ou extra-européenne. Nous, notre travail, c'est de prendre des mesures à ce stade unilatéral. Nous ne négocions pas les conditions d'un Brexit sans accord avec les Britanniques. Pourquoi ? Parce que ce que nous négocions avec les Britanniques, c'est la mise en œuvre de l'accord de retrait. C'est ça le fruit de notre négociation. Donc nous n'ouvrons pas en ce moment une négociation bilatérale avec les Britanniques sur ce sujet. S'agissant des médicaments, nous avons évidemment sensibilisé le secteur pharmaceutique depuis très longtemps sur le fait que quand on est dans l'Union européenne, tout est simple. Vous avez une agence européenne du médicament, dont le siège était d'ailleurs à Londres et qui est transféré à Amsterdam. Cette agence donne une autorisation générale pour l'ensemble de l'Union européenne. Et puis ensuite, vous avez des autorisations de mise sur le marché qui, elles, sont nationales. Nous avons naturellement incité les entreprises pharmaceutiques britanniques à solliciter des autorisations de mise sur le marché partout où elles en avaient besoin. La situation pour nous est relativement simple parce que nous avons dialogué avec les professionnels de santé. Il reste aujourd'hui un très petit nombre de médicaments produits au Royaume-Uni dont la procédure de certification n'est pas complète. On peut d'abord supposer qu'elle le sera. Et ce petit nombre de médicaments, il s'agit de médicaments qui peuvent être substitués par d'autres médicaments disponibles dans l'Union européenne. Donc la santé des patients, qui est évidemment la priorité numéro 1,
n'est pas en cause. La situation n'est pas tout à fait symétrique du côté britannique, puisque pour le coup, il y a une très grande variété de médicaments produits partout dans l'Union européenne, pour lesquels, d'une part, une certification et une autorisation de mise sur le marché britannique sera nécessaire, et pour lesquels il peut y avoir un risque, raison pour laquelle les Britanniques parlent beaucoup, depuis plusieurs semaines, de stock. Victor Malley du Financial Times. Comment allez-vous convaincre la Commission européenne que les mesures unilatérales que vous êtes en train de prendre sont acceptables? Parce qu'on voit aujourd'hui que la Commission n'est pas heureuse de ces mesures qui sont d'assez large envergure. Pardon de largement nuancer votre propos. Il y a un groupe de travail qui se réunit très régulièrement entre les États membres, les 27, et la Commission européenne pour s'assurer de niveau de préparation à un Brexit sans accord, à la fois de la Commission européenne qui a sorti ses propres communications relativement tard, le 16 novembre et le 13 décembre de mémoire, et puis une dernière communication est sortie avant-hier, et les États membres. Et c'est naturellement sur des compétences nationales que nous avons pris des ordonnances ou que nous sommes en train de les prendre. Et c'est naturellement sur des compétences communautaires qu'agit la Commission. Nous agissons en parfaite entente entre la Commission et nous-mêmes. Notre souci commun, c'est de ne laisser aucune zone d'ombre. Angel Calvo de l'agence espagnole de presse EFE. Hier, Airbus s'est prononcé très clairement sur la question d'une sortie sans accord et les menaces qu'elle pourrait mettre en place. Est-ce que dans vos contacts avec les entreprises, vous avez senti cette même perspective un peu plus généralisée? Et de votre part, est-ce que vous faites des recommandations sur les activités qui maintenant sont sur place et qui pourraient avoir des problèmes dans l'avenir? En réalité, tout dépend des chaînes de valeur et de chacune des entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises se sont organisées lorsqu'elles avaient la nécessité d'avoir une autorisation européenne pour opérer, et en particulier c'est le cas pour les services financiers, pour avoir cette autorisation européenne, qu'elle soit localisée aux Pays-Bas, en Allemagne, en France ou dans d'autres pays. C'est valable pour la santé, c'est valable pour donc les services financiers. On n'a pas aujourd'hui, je dirais, un mouvement massif d'entreprises qui nous dirait nous allons prendre des décisions drastiques sur nos implantations industrielles au Royaume-Uni. Ce serait faux de le dire. En revanche, elles sont dans une... Parce que, encore une fois, un site industriel, c'est un site où vous avez une concentration d'investissement et ça ne se recrée pas en claquant dans les doigts, en passant d'un pays à l'autre. Donc, vous avez deux temps de raisonnement. Vous avez un temps de raisonnement immédiat qui est comment je vais faire en sorte de pouvoir continuer à opérer en évitant le maximum les frottements. Je me tiens au courant des ordonnances qui sont passées. J'essaye de limiter dans les paiements des droits de douane possibles, etc., tout ce qui peut poser problème pour rester compétitif. Et vous avez un deuxième temps de réflexion plus large qui est il est vrai que lorsque je vais devoir envisager de lancer de nouveaux projets, de devoir installer de nouveaux sites, je prendrai en compte cette nouvelle situation, sachant que cette nouvelle situation, elle n'est pas connue, comme on l'indique, elle dépend quand même des scénarios. Et donc, en fonction de ces scénarios, je serai amenée à implanter plutôt en Europe ou à laisser ou à renforcer mes sites au Royaume-Uni. Mais pour avoir été à Davos et avoir eu 10 rencontres avec des responsables d'entreprises avant-hier et avoir été à Choose France, aujourd'hui, il n'y a pas une réorganisation massive sur le plan de l'industrie. Sur le plan
des headquarters et des labos de recherche, vous avez d'abord des choses qui sont très liées aux personnes, donc les talents ne se déplacent pas aussi facilement que ça, et c'est très important. En revanche, les décisions peuvent se prendre rapidement puisque vous avez moins d'investissement massif à la clé. C'est plus... et donc, vous avez effectivement des entreprises qui réfléchissent à peut-être doubler, avoir un petit siège en Europe, un petit siège, enfin maintenir un siège au Royaume-Uni et monter un petit siège en Europe et bouger les curseurs en fonction de la manière dont évolue la relation et soit l'accord sur la relation nouvelle, soit effectivement d'autres évolutions possibles.